Bonjour à tous, donc on va s'intéresser à la notion d'arithmétique dans Z comme vous pouvez le voir. L'arithmétique c'est premièrement la mathématique des nombres. C'est défini en fait comme la science qui va s'intéresser à la notion de nombre. Mais la notion de nombre c'est quelque chose d'assez vaste, on peut trouver différentes variétés de nombres, les nombres entiers qu'on connaît bien dès qu'on est tout jeune. Normalement en seconde on a vu un diagramme d'inclusion avec différents ensembles de nombres les uns dans les autres, n qui est inclus dans z, qui est inclus dans les décimaux, qui est inclus dans les rationnels, qui est inclus dans les réels, qui est inclus dans les complexes. Mais en fait on pourrait, alors les complexes on les avait pas vus en seconde, hein, mais on pourrait continuer, par exemple on peut créer, là on a créé une copie en 2 dimensions des réels, on peut créer une copie en 4 dimensions, les quaternions, qui a le manque de sympathie d'avoir une multiplication non commutative, et en fait on pourrait continuer à faire des ensembles de nombres comme ça. Donc en fait des ensembles de nombres il y en a plein, et ici on va s'intéresser aux ensembles de nombres qui sont les ensembles de nombres entiers, en l'occurrence n et z, les entiers naturels et les entiers relatifs. Mais il faut savoir que la notion d'arithmétique elle est beaucoup plus large. En particulier on peut faire de l'arithmétique dans les polynômes, étudier des divisions euclidiennes, notamment de polynômes. Si je divise 3x carré plus 2x plus 4 par x plus 2 ou ce genre de choses, ça ce sont des polynômes, et ça peut en fait on peut y trouver des points communs avec les entiers qui font qu'on peut y définir une arithmétique. En fait, en général, l'arithmétique, ça va être basé sur l'étude des anneaux. Donc les anneaux, ce sont des ensembles munis de lois qui vérifient certaines propriétés. Normalement, vous en avez déjà rencontré, hein. Alors, z plus fois, c'est un anneau, ce qui fait qu'on fait de l'arithmétique dans z. Donc n plus fois, ce n'est bien entendu pas un anneau, hein, parce qu'il n'y a pas d'inverse pour l'addition, mais vu que c'est un sous-ensemble de z, on peut également y faire de l'arithmétique. Mais en général, par exemple, nos polynômes, on peut faire des anneaux de polynômes, faire des additions et des multiplications dans les polynômes. Et en fait, à partir du moment où on peut définir des additions et des multiplications avec des règles assez sympas, ça va être un anneau. Et s'il a certaines propriétés, on pourra dès lors y faire de l'arithmétique. Notamment, l'arithmétique, ça va s'intéresser aux propriétés des anneaux qui sont notamment les propriétés d'anneaux euclidiens, principales ou factoriels. Être euclidien, c'est pouvoir avoir une division euclidienne. Normalement, vous connaissez bien ça, on en voit depuis le CM1 peut-être. Mon prof de maths aurait peut-être tendance à dire même depuis le CP, mais je pense que c'est légèrement exagéré. Mais en CM1, CM2, normalement, on a fait des divisions euclidiennes. En terminale, aussi, normalement, il y a une révision sur les divisions euclidiennes quand on fait de l'arithmétique. Et là, en prépa, on va en refaire. En licence, la notion de l'étude des anneaux en général, ça sera plutôt en L3 par contre. Donc l'arithmétique, elle est basée sur cette notion d'anneau euclidien avec ses divisions euclidiennes, des anneaux principaux. Un anneau principal, en gros, c'est que si on a 2 nombres, on peut bien définir un PGCD entre eux. En fait, c'est un peu plus complexe que ça, mais il faudrait aborder les notions d'idéaux qui ne sont pas au programme. On peut éventuellement les rencontrer en 2e année, mais on ne va pas en dire grand chose dessus. Et enfin, il y a les anneaux factoriels, donc là, c'est quand on a une décomposition en produit de facteur premier. Donc par exemple, je prends n'importe quel entier strictement positif. 18, 18 c'est 3 fois 6, c'est 3 fois 3 fois 2, et je l'ai décomposé en produit de facteur premier. Donc Z pour ça il est très cool, parce qu'il a la propriété d'être à la fois euclidien, factoriel et principal. Bon alors en fait c'est pas tant que ça, parce qu'à partir du moment où on est euclidien, on est également factoriel, et on est également principal, vu que quand on est principal, on est aussi factoriel. Mais c'est ce qui en fait un outil particulièrement sympathique, hein. Vous allez voir, Z c'est sympa, je suis sûr que vous allez l'adorer. Donc d'abord on va s'intéresser au caractère euclidien de Z, c'est-à-dire qu'on peut y définir une division euclidienne. Donc une division euclidienne, c'est quand on prend 2 entiers A et B. Alors A ça va être le dividende et B le diviseur, il me semble bien, je suis pas très au point sur les termes. B on va le prendre non nul, hein, parce que c'est jamais sympathique de diviser par 0. Même si là en l'occurrence c'est pas vraiment une division comme on l'entend dans les relatifs,
non pas dans les relatifs, dans les réels ou éventuellement dans les rationnels. On exclut le cas du 0. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de trouver un couple quotient-reste, quotient noté Q, reste noté R, tel qu'on ait A qui est égal à BQ plus R, et, et R qui soit compris entre 0 et la valeur absolue de B. Donc par exemple, quand c'est moins 4, quand B c'est moins 4, ça sera bien R compris entre 0 et 4, le reste est toujours positif. Cette notion-là de division euclidienne définie ainsi, en fait, elle se définit sur des anneaux en général, de façon un peu différente. Par exemple, la première ligne reste toujours la même, mais pour la deuxième ligne, pour notamment des polynômes, ça sera le degré de R qui devra être compris entre le degré de B et le degré de 0, mais du coup 0 quoi. Et, et 0, pas le degré de 0 parce que... Bref. C'est une notion en fait, cette deuxième ligne, si vous voulez vous renseigner un peu sur comment elle se module en fonction des anneaux, il faut s'intéresser à la notion de stasme euclidien. Je vais pas aborder ça parce que je le connais assez mal et que c'est pas là le sujet. Donc, comme je l'ai dit, Q ça s'appelle le quotient et R le reste. C'est des mots qu'on va utiliser dès à présent assez souvent, donc c'est important de les mémoriser, mais de toute façon, je pense que c'est déjà le cas de tout le monde ici. Donc, pour prouver ce théorème, qui est en fait le théorème à partir duquel on va à peu près tout faire dans nos entiers relatifs, on va se placer dans le cas où B il appartient à N. En fait, le cas où B est négatif, ici rapporte, c'est un bon exercice, je vous laisserai vous y intéresser si vous voulez essayer de voir comment ça marche dans ce cas-là. Alors j'ai fait le choix de ne pas faire la preuve par récurrence forte, parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver en MPNSI, notamment avec les polynômes dans quelques chapitres. Et donc je propose ici une preuve alternative, qui est celle que mon prof de mathématiques a proposée quand j'étais en terminale. Donc on va considérer un ensemble qu'on va appeler E, et qui va être l'ensemble des cas appartenant à Z, tels que BK est plus petit ou égal à A. Alors, on va tout de suite essayer de visualiser un peu mieux ce que signifie cet ensemble. Donc, je vais essayer de tracer une droite sur GIMP, je promets rien, on y est. Ça, c'est nos relatifs. Ça, c'est 0, et ça continue. Et puis, à un moment, on a un A, et on veut réaliser sa division euclidienne par B. Donc, comment on fait ça, en fait? Alors, une manière très naïve de faire, c'est on prend B, on prend 2B, on prend 3B, etc. Et on continue jusqu'à ce qu'on soit juste avant A. Et là, on sera à QB. Et du coup, bon, QB, il peut éventuellement être sur A, c'est un cas sympathique où le reste, il est nul. Et juste quand on a dépassé B, on arrive à Q plus 1B, qui donc est normalement strictement supérieur à A. Et là, Q, c'est notre quotient de notre division euclidienne. Et le petit écart qui reste ici, là, c'est le reste. Donc on peut déjà noter tout de suite que entre ici et ici, entre en général 2 points, on a B d'écart. Et ici, quand on a fait cette méthode, en fait, ce qu'on a cherché, c'est Q qui est égal au maximum des K fois B avec non. Q c'est le maximum des K, j'ai rien dit. Donc des K, on les a pris dans Z. Ici on a fait un exemple dans N, mais dans Z ça marche en général. Et donc des K fois des K tels que on a KB qui est plus petit ou égal à A. D'où cet ensemble. D'où cet ensemble qu'on retrouve ici, cet ensemble E que j'ai posé là. Du coup, pour en dire un poil plus, ici, du coup, on a notre reste, on le définit comme A moins QB, où Q c'est ce maximum. Et du coup, on voit tout de suite que notre reste, il est déjà... on a déjà notre reste qui est plus grand ou égal à 0, parce que BQ, c'est plus petit ou égal à A par la définition de l'ensemble. Il nous reste le fait que R, c'est plus petit ou égal... c'est strictement inférieur à B. Et ça vient du fait que ici on a un écart de B et que ici en fait
entre les deux points, on a un écart de B, là, entre QB et Q plus 1B. Or, A est distinct de Q plus 1B, hein, parce que sinon, ça serait Q plus 1, le maximum de notre ensemble, pas Q. Donc, A est distinct de Q plus 1B, et donc l'écart, ici, il est strictement inférieur à l'écart entre... Donc, l'écart R, il est strictement inférieur à l'écart entre QB et Q plus 1B, qui est B, et du coup, R est strictement inférieur à B. Donc, on va le reprendre un peu plus au propre. Du coup, cet ensemble, déjà, il faut voir qu'il est non vide. Alors là, en l'occurrence, si on se place dans le cas où A est positif, par exemple, notre ensemble il va contenir 0. Mais dans le cas où A n'est pas positif, c'est un peu plus pénible de montrer qu'il est non vide, hein. Je vous laisse trouver comment on fait, c'est pas très dur. Il faut sortir un minuscule petit argument. Et il est majoré. Bon, ça c'est assez facile. Si on multiplie, s'il n'est pas majoré, bah cet ensemble, en fait, les BK ça tend vers l'infini quand K tend vers l'infini. Donc on va forcément au bout d'un moment dépasser A, quoi. Et ainsi il y aura un K maximum. Le maximum de cet ensemble, on va le noter Q. Et on voit tout de suite qu'on a BQ qui est plus petit ou égal à A, parce que ça c'est par la définition de l'ensemble, et qui est strictement inférieur à BQ plus 1, car Q est maximal. Ensuite, si on prend R qui est A moins BQ, et ben déjà on a 0 qui est plus petit ou égal à A moins BQ. Pourquoi? Parce que BQ plus petit ou égal à A, BQ est plus petit ou égal à A, donc si on soustrait BQ de chaque côté, ici on a 0 qui est plus petit ou égal à A moins BQ, c'est-à-dire R. Et en plus, on a R qui est égal à A moins BQ, et A moins BQ, et qui est strictement inférieur à BQ plus 1 moins BQ, car BQ plus 1 ici, étant donné que Q plus 1 c'est au-delà du maximum de notre ensemble, on a B fois Q plus 1 qui est strictement supérieur à A, et donc A moins BQ c'est strictement inférieur à BQ plus 1 moins BQ, c'est-à-dire B, et donc on a bien R qui est strictement inférieur à B. Donc voilà, dans le cas où on a B dans Z, je vous laisse regarder si ça vous intéresse, donc soit vous tapez sur internet, soit normalement si vous êtes assez courageux et en vous aidant de ce type de dessin, vous devriez arriver à faire quelque chose et à le prouver par vous-même. Maintenant qu'on a défini cette notion de division euclidienne, bon, à plus. Donc voilà, on a vu comment on démontrait cette division euclidienne, mais on voit bien que si on voulait faire une division euclidienne, cette méthode, on fait B, on ajoute B, ça fait 2B, et on vérifie à chaque fois si c'est plus petit ou égal à A. C'est pas forcément le plus sympathique pour faire une division euclidienne. On va pas faire ça comme ça en pratique si on veut trouver A et B. Par contre, c'est toujours sympa de mémoriser que le quotient c'est le maximum de l'ensemble E qu'on a défini ici, parce que sur des exercices théoriques ça peut servir. Mais en l'occurrence, pour faire une division euclidienne, on va appliquer une vieille méthode qu'on a vu quand on était tout petit. Donc si on fait la division euclidienne d'un nombre par un autre, en pratique, on fait ça comme ça. Par exemple, là je vais prendre un exemple. Si on divise 100, 40, je sais pas, 2, et qu'on le divise par 17. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va on soustrait le plus petit paquet de... Ouais, alors 17 c'est pas un bon exemple. Je vais diviser par 11. On commence par prendre le premier nombre, là c'est 14, et on soustrait le plus grand nombre de paquets de 11 qu'on peut. Donc là en l'occurrence on peut en soustraire qu'un, on soustrait 11, et on regarde combien il reste. Donc quand on a soustrait 11, en fait on soustrait sur le premier nombre, donc en fait on soustrait 110, on soustrait 10 fois 11. Et là en l'occurrence il reste à la sortie 32, et pareil on refait cette soustraction. On refait cette soustraction, donc là on va soustraire 22, c'est le plus petit multiple, après c'est 33, c'est au-dessus, et il reste 10. Et donc là on a fait un paquet de 11, là on a fait deux paquets de 11, donc on écrit au fur et à mesure normalement. Ici notre quotient c'est 12, et notre reste c'est 10.
Aussi, on peut constater par exemple que 142 est congru à moins 1 modulo 11, on va revenir sur ce genre de notion un peu plus tard. Alors là, bon, c'est bien beau avec les nombres entiers, ça fait longtemps que vous savez faire. On va prendre un deuxième exemple pour les divisions. Donc là, c'est un peu au-delà du cadre de l'arithmétique dans Z, mais ça fait pas de mal de voir ce type d'exemple-là. Hein. Si je prends x carré plus 2x plus 2, oui, je peux faire des divisions par des polynômes aussi. Comme on l'a dit tout à l'heure. Alors x carré plus 2x, par exemple, je vais prendre un exemple un peu particulier, x carré plus 2x plus 4. Et je vais le diviser par x plus 2. Donc là je marche pareil en fait. Je regarde x carré plus 2x et je veux soustraire des paquets de x plus 2. Donc ce que je fais, c'est que je vais essayer d'annuler le terme en x carré. Donc en fait je soustrais x paquets de x plus 2. Donc moins x carré plus 2x. Donc j'ai soustrait x paquets de x plus 2. Ah oui, ici on va mettre un 4 plutôt. Je suis pas très malin. Donc là j'ai soustrait x paquet, donc je peux déjà écrire x sur mon quotient. Et quand je soustrais moins x carré plus 2x, à la sortie il me reste alors moins x carré moins x carré 0 et 4x moins 2x 2x. Il me reste 2x plus 2. Et là, pareil, je peux 2x plus 4, autant pour moi. Et là, je peux soustraire encore une fois 2 paquets de 2x plus 2, c'est-à-dire 2x plus 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et à la fin, mon reste, c'est 0. Et du coup, mon quotient, là, j'ai soustrait 2 paquets ici, donc c'est x plus 2. Donc oui, j'ai pris un cas bien particulier, hein, x carré plus 4x plus 4, c'est x plus 2 au carré. Mais par exemple, ça donne un exemple assez sympathique, c'est que si on avait remarqué qu'ici, il y avait une racine évidente au polynôme, donc si on résout l'équation égale 0, ben, on a par exemple 2 qui est solution, donc c'est une racine évidente du polynôme. On a juste à faire la division par x moins la racine, non, alors... Là, c'est moins 2 qui est racine du polynôme. Et si on fait la division par x moins moins 2, donc c'est-à-dire x plus 2, on trouve comment en fait on a notre quotient. Le reste c'est 0 vu que c'était une racine. Et on a du coup x carré plus 2x plus 4 qui est égal à x plus 2 fois x plus 2, c'est-à-dire x plus 2 au carré plus 0 à la fin. Hein. Donc ça, vous n'aviez pas forcément besoin de le faire comme ça pour trouver, hein, parce que c'est un exemple assez simple. Mais ça nous permet ici de factoriser plutôt aisément un polynôme quand on a une racine évidente. Voilà, c'est un bon exemple de ce face à quoi vous pourriez vous retrouver un peu plus loin que le cadre des nombres entiers en arithmétique. Donc maintenant, on va parler d'un second point qui est la notion de relation de divisibilité. Donc en fait, le fait de diviser dans Z, c'est l'existence. Donc si je dis qu'un entier A divise un entier B, donc ce qu'on a noté ici, ou encore que B est multiple de A, c'est justement, on le sent bien quand on dit que B est multiple de A, c'est qu'il y a un entier K, tel que B c'est A fois K. Et ainsi on définit notre relation de divisibilité. A est divisible par B si A divise B, B est divisible par A, si et seulement si il existe un entier tel que B égale à K. Alors déjà cette relation, on peut voir qu'elle est réflexive, transitive, et on aimerait bien qu'elle soit antisymétrique pour que ça soit une relation d'ordre, mais en fait c'est pas exactement le cas, elle l'est pas vraiment parce que si j'ai A qui divise B et B qui divise A, en fait A ça peut être B ou ça peut être moins B. En fait, de règles plus générales dans des cadres un peu plus généraux, que ce soit B ou moins B, en fait c'est parce que on a B qui est le produit de A par un inversible, et ici les inversibles en l'occurrence c'est moins 1 et 1 dans Z, les autres éléments n'ont pas d'inverse pour la multiplication. Donc la réflexivité, ben, c'est facile, hein. J'ai A qui est 1 fois A, donc il existe un K dans Z tel que A égale K fois A, et donc A divise A. La transitivité, donc c'est si j'ai A qui divise B et B qui divise C, il y a une petite barre en trop là, vous essayerez de pas m'en vouloir.
On prend k et k', tel qu'on est b égale à k et c égale bk', donc d'où ils sortent de la définition, si on a a qui divise b, c'est qu'il y a un k tel qui fait que ça marche. Et ensuite, on a juste à remplacer ici, par exemple, dans notre formule, on remplace le b par son expression ici. Et donc c, c'est a, k, k'. Et c qui est a, k, k', ça veut dire que a divise c. Et donc on a bien une transitivité. Et enfin, ce que j'ai appelé la pseudo-antisymétrie, je ne sais pas vraiment si ça porte un nom. Ce qu'on veut montrer, c'est que si A divise B et B divise A, alors on a A égale B ou A égale moins B. Là, encore une fois, je ne suis pas très malin, il y a une faute, là, bien entendu, c'est B égale moins A ou A égale moins B, comme vous voulez. J'ai été matrixé par les non-commutativités, là, ces temps-ci, sur les exos de groupe en colle. Du coup j'ai écrit A égale B ou B égale A. Bref, passons. Donc si on prend K et K' tel que on a B égale à K et A égale B K', du fait de A divise B et de B divise A. Si je remplace par exemple le B ici par son expression là, j'ai A qui est égal à A, K, K', et ensuite je simplifie le A, on est dans les entiers relatifs, donc même si là je peux pas multiplier par l'inverse de A, attention, hein, dans les entiers l'inverse n'existe pas toujours. J'ai là en l'occurrence je peux simplifier si et seulement si d'ailleurs A est non nul, j'ai oublié de le préciser, et donc si A est non nul, j'ai le droit de simplifier et j'ai 1 qui égale à K'. Si A est nul et que j'ai B qui est égal à K, ça veut dire K égale B égale 0, donc il n'y a pas de problème. Mais donc dans le cas on est non nul, j'ai A qui est égal à K', je peux simplifier, j'ai K' qui est égal à 1, et du coup K et K' sont inversibles, soit K qui est égal à 1 ou K qui est égal à moins 1, puis on reprend l'égalité ici, par exemple avec K égale 1 ou moins 1, ça fait B égale 1 à A ou B égale moins 1. Par contre, du coup, si on a un corollaire qui dit que si on restreint cette relation de divisibilité à n, cette fois-ci, vu que c'était moins 1 et 1 qu'on considérait, les deux possibilités, quand on se place sur n, on a bien une antisymétrie, et là c'est bien une relation d'ordre quand on est sur n. Donc qui dit divisibilité, dit critère de divisibilité, c'est des trucs qu'on retrouve en base 10, hein, on les a appris assez tôt pour identifier si un nombre était divisible notamment par 3, par exemple, on prend la somme des chiffres, c'est quelque chose d'assez connu. Là en l'occurrence, si on prend un A dans n et qu'on prend A0, A1, A2, ces chiffres des unités, dizaines, centaines, etc. Donc qui sont des nombres des chiffres entre 0 et 9. Des chiffres en fait, des nombres entiers entre 0 et 9. Et du coup, A il s'écrit sous la forme, la somme de k égale 0 à n des ak 10 puissance k. Hein. C'est les unités, A0 10 puissance 0, donc à 0, plus 10 fois le chiffre des dizaines, plus 100 fois le chiffre des centaines, etc. Et donc dans ce cadre-là, avec cette écriture-là, on a 2 qui divisent A, si et seulement si 2 qui divisent à 0. En gros, j'ai un nombre, mon nombre, il est divisible par 2, si et seulement si son chiffre des unités est divisible par 2, c'est-à-dire si et seulement si il s'écrit avec un chiffre des unités qui est 0, 2, 4, 6 ou 8. De même, quand 3 divise un nombre, c'est quand on prend la somme de ces nombres, c'est divisible par 3, etc. On a d'autres critères de la sorte. Je vais prendre par exemple je vais faire un exemple avec par exemple le critère de divisibilité par 3 qui est assez intéressant parce que on se réfère à tous les chiffres du nombre, alors contrairement à 4 par exemple c'est les deux premiers chiffres, quand c'est 2 on se réfère juste aux chiffres des unités, et quand c'est 11 c'est un peu pénible, il faut mettre des moins 1, donc moi je ne sais faire que des additions, je vais me contenter, j'ai un peu peur du calcul en fait, je vais me contenter au cas où 3 on est dans 3, du coup on va faire la somme de ces chiffres des unités. Donc voilà, si on veut faire un petit exemple,
Par exemple, si je veux déterminer si 145 672, oulala, ça va me faire beaucoup de calculs ça, est divisible par 3, ceci est une barre de divisibilité. Hein. Pour ceux qui auraient du mal à l'identifier, c'est qu'ils font preuve d'un manque d'imagination. Donc si je prends 1 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 2, vous aurez bien sûr identifié, c'est pas du tout fait exprès, mais que c'est la somme des nombres de 1 à 7 moins 3, donc fois 7 fois 8 sur 2 moins 3, 56 sur 2, 28 moins 3, 25, je vais vérifier quand même en le recalculant, 5, 10, 23, 25, c'est bon, je me suis pas planté. Et donc 25 n'est pas divisible par 3, alors comment on le sait? Non pas parce que 8 fois 3 égale 24, et quand on fait la division euclidienne il reste 1, mais en additionnant 2 plus 5 qui font 7, qui lui n'est pas divisible par 3, parce qu'on est quand même capable de faire 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 2 égale 6, 3 fois 3 égale 9, et de voir que ça ne colle pas. Et donc voilà comment on voit si un très grand nombre est ou non divisible par 3. Youpla. Donc, on continue. Ces critères de divisibilité, je ne vais pas en faire la preuve présentement, parce qu'elle va nécessiter une notion qui est la notion de congruence, qu'on va voir juste maintenant, et ensuite je reviendrai sur la preuve de ce cas-là. Les autres cas, en fait, quand on aura prouvé celui-là, on trouvera les autres cas faciles, vous pourrez le faire par vous-même. Donc, on va définir la notion de congruence modulo un entier. Qu'est-ce que ça veut dire être congru modulo un entier? Ça veut dire, déjà on fixe un entier n, et en fait si on a a et b qui sont congrus modulo n, ça veut dire que a moins b, ou b moins a comme on veut, s'écrit sous la forme kn avec un k dans z, soit que n divise b moins a. Là c'est bien la définition de la divisibilité du fait que n divise b moins a, ou autrement dit, c'est le fait que b et a ont le même reste dans la division euclidienne par n. On peut vérifier ça assez facilement. Alors ça c'est une relation d'équivalence. Ce que je vous laisserai vérifier parce que c'est pas très difficile. En particulier, ouais, je vais le faire à l'oral là maintenant, mais s'il faudra l'écrire joliment sur papier. Si j'ai b moins a qui est égal à kn, alors a moins b c'est moins kn, donc c'est symétrique. A moins a c'est 0, c'est-à-dire 0 fois n, et donc c'est réflexif. Et la transitivité, si b moins a c'est kn, et que a moins c c'est k'n, quand vous faites... non, si b moins a c'est kn et que c moins b c'est k'n, quand je somme mes deux égalités, ça fait c moins a qui est égal à kn plus k'n, c'est-à-dire à k plus k'n. Voilà, ça se vérifie assez bien. Et cette relation de congruence, elle est compatible avec nos opérations usuelles. Si j'ai a qui est congru à b modulo n et que j'ai c qui est congru à... ceci est un d. Oui, imaginez que ceci est un d. Et que j'ai c qui est congru à d modulo n, quand je somme les deux, la somme de a et de c plus c est congrue à b plus d modulo n. Et ça marche de la même façon pour le produit. Donc là, c'est juste un jeu de réécriture, je vous laisserai faire. Alors voilà, preuve, à titre d'exercice, sera laissé à l'élève studieux. L'élève studieux étant tout élève en MPSI, parce que de toute façon, ça il faut savoir faire, et normalement il faut être capable de retrouver sans utiliser son cahier ce type de preuve là, parce que sinon vous êtes dans la merde. Parce que ouais, là l'idée c'est que c'est juste du jeu de réécriture. Si vous n'arrivez pas à réécrire une preuve comme ça, alors pour ceux qui sont dans ma classe, vous venez me voir et je vous explique. Sinon, pour les gens en général, reprenez le chapitre de logique. Parce que c'est vraiment juste de l'écriture, c'est vraiment juste de l'écriture de la logique. Je pose des soit quelque chose et ça se passe très bien. Bref. On avait notre critère de divisibilité modulo 11 qui nous disait que
qui nous disait plus haut donc que si 11 divise A, c'est que 11 divise, alors pas la somme des chiffres de A, mais moins pour le premier, mais le chiffre des unités, moins le chiffre des dizaines, plus le chiffre des centaines, etc. Donc, on va démontrer cela. Donc, en l'occurrence, on fait le critère de divisibilité par 11. Si vous êtes capable de faire celui-là, vous savez normalement tous les faire. Je vous laisse en faire un ou deux à titre d'exercice, hein, ça peut être pas mal. Donc là, en l'occurrence, si on a A qui s'écrit comme la somme des AK 10 puissance K, c'est comme ça qu'on a défini nos AK. Or 10 c'est congru à moins 1 modulo 11, en effet 10 c'est 11 moins 1 quoi. Et du coup 10 exposant K, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 K fois, et vu que notre multiplication et notre congruence sont compatibles l'un avec l'autre, si j'ai 10 qui est congru à moins 1 modulo 11, alors 10 fois 10 c'est congru à moins 1 fois moins 1 modulo 11, et par une récurrence immédiate, 10 exposant K, c'est congru à moins 1 exposant K modulo 11. Voilà, si vous vous sentez un peu fragile là-dessus, vous faites la récurrence, ça ne peut pas vous faire de mal. Donc ensuite, je multiplie des deux côtés par AK, j'ai le droit, vu que ma congruence, encore une fois, est compatible avec ma multiplication, et j'ai AK 10 puissance K qui est congru à moins 1 exposant K fois AK modulo 11. Et du coup, ensuite, vu que ma relation de congruence elle est également compatible avec la somme, quand j'écris A sous sa forme de la somme des AK 10 puissance K, j'ai juste à sommer ces différentes relations. Et du coup, c'est la somme des moins 1 puissance K fois K modulo 11. Et parce que bien sûr, c'est pas égal, mais modulo 11, ça marche pareil. Et du coup, si on a 11 qui divise A, donc 11 qui divise A, c'est la même chose que A congru à 0 modulo 11. Il suffit de reprendre notre définition. A congru à 0 modulo 11, et il existe A, 0 congru à 11, A congru à A modulo 11, c'est qu'il existe A tel que 0 moins A, c'est-à-dire moins A, mais en fait on peut prendre A égale Kn, et ça c'est exactement notre définition de la divisibilité, hein, si on peut l'écrire comme un certain nombre de fois, 1 entier fois 11. Je me suis perdu, je suis ici. Du coup, si j'ai 11 qui divise A, c'est que A il est congru à 0 modulo 11. Mais A, il est également congru... A il est congru à 0 modulo 11, mais il est également congru à la somme des moins exposant K à K modulo 11. Or, notre relation de transitivité, notre congruence, elle est transitive. Donc si A congru à 0 et que A congru à ce truc moche, c'est que 0 est congru à ce truc moche, soit ce qu'on écrit ici. Et que 0 soit congru à ce truc moche, modulo 11, c'est-à-dire que 11 divise ce même truc moche. Donc 11 divise notre somme des moins puissance K à K. Là, on l'a pris pour un exemple un peu pénible, le cas du 11. Mais par exemple, dans le cas du 3, on a juste à remplacer à peu près tous nos 11 par des 3. Là, notre moins 1, ça devient un 1, parce que 3 fois 3, ça fait 9. Donc 10, c'est 3 fois 3 plus 1, c'est congru à 1 modulo 3. Et du coup, ça s'écrit de la même manière assez facilement. Je vous parle pas des cas où on va considérer juste le chiffre des unités, par exemple la relation de divisibilité par 2 ou par 5. Donc, cette relation de congruence là, on l'a dit plus haut, c'est une relation d'équivalence. Donc le fait que ce soit une relation d'équivalence, ça veut dire qu'on peut en prendre les classes d'équivalence qui ont en plus la sympathie d'être une partition de notre ensemble Z, etc. Mais surtout, en fait, on peut prendre ces classes. Et on peut prendre l'ensemble de ces classes. L'ensemble de ces classes, on va le noter ainsi, ZNZ. Alors, cette notation, elle a une explication. Déjà, je sais pas si la barre, elle est dans l'autre sens, là, normalement, quand on fait un... En fait, la barre, elle est dans l'autre sens, ici. Je me suis planté. Et l'idée, c'est qu'avec la barre dans l'autre sens, on a l'impression qu'on divise Z par NZ. Ça fait un peu un quotient, quoi. Quand on écrit 3,5, par exemple, on peut... si on écrit 3 divisé par 2 et Z divisé par NZ, c'est la même écriture.
Et le fait que ça soit la même écriture, en fait, c'est parce qu'on va quotienter Z qui est un anneau, parce qu'on va appeler un idéal NZ. Et du coup, ça explique cette notation. NZ, pourquoi c'est un idéal? Parce que c'est un sous-groupe, notamment, c'est en particulier le fait que c'est un sous-groupe de Z+. Ça, on en a parlé en cours, le fait que c'est un sous-groupe de Z+. Et donc c'est un idéal, pour en dire un peu plus sur les idéaux, soit je ferai une vidéo dessus un jour, soit on verra bien. Mais vous pouvez vous renseigner, c'est assez intéressant, et en arithmétique, ça a un rôle assez crucial, parce que ça définit proprement la définition d'un anneau principal, ce dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure. Donc voilà pourquoi cette notation ZNZ, mais sinon si vous n'avez pas envie de vous renseigner sur la notion d'idéal, vous pouvez juste considérer que c'est juste une notation. Si je prends un K dans Z, bah, K il appartient à une des classes d'équivalence, hein, vu que l'ensemble des classes d'équivalence c'est une partition de Z. Et du coup on peut noter sa classe d'équivalence ainsi en mettant une petite barre dessus, hein, c'est une façon assez fréquente de noter des classes d'équivalence. Et ensuite, on peut étendre nos opérations de Z à Z et de Z. En fait, on aimerait bien avoir une addition de nos classes d'équivalence. Si je prends la classe d'un élément A, je veux l'additionner à la classe d'élément B, alors en fait, on va dire que c'est la classe de l'élément A plus B, où A plus B c'est bien défini parce que c'est une opération qui se fait dans Z et on prend la classe que ensuite. Pareil pour notre multiplication. Par exemple, si je me place modulo, je sais pas moi, modulo 18, si je veux faire la classe de 1 plus la classe de 17 modulo 18, ben, avec ça, il faut comprendre que c'est les classes modulo 18, ça c'est égal à ma classe de 1 plus 17, ma classe de 1 plus 17 qui est ma classe de 18, mais 18 il est congru à 0 modulo 18, donc ça c'est aussi ma classe de 0. Et là j'ai calculé ma classe de 1 plus 17. Alors bien sûr ma classe de 18 c'est également ma classe de 1 plus 17, hein, j'aurais pu l'écrire 18 avec une barre au-dessus, mais je préfère l'exprimer 0 avec une barre au-dessus parce que ben, comme ça on comprend bien que ici notre classe, ici la somme des deux classes c'est le nœud de notre addition. Et du coup on peut ainsi faire des additions par exemple, des multiplications aussi. Par exemple la classe de 3 fois la classe de 11, donc on se place toujours modulo 18, ça c'est égal à notre classe de 3 fois 11, c'est-à-dire 33, et la classe de 33, modulo 18, 33 c'est égal à 18 plus 15, je pourrais écrire 1 fois 18 plus 15 pour mettre en évidence que c'est bien, que en fait on a bien... Ah, 33 qui égale à 18 plus 15, ouais, je vais le réécrire comme ça, ça sera encore plus clair. J'ai bien 33 moins 15 qui est égal à 1 fois 18. Ça, c'est exactement la congruence, la définition du fait qu'ils sont congrus modulo 18. Donc, je me débarrasse de ces dernières lignes. Et donc ça, c'est la classe de 15. Alors, on peut se poser des questions par rapport à ça. En particulier, si je multiplie ma classe de 3 par ma classe de 11, oui, sauf que ma classe de 3, modulo 18, c'est aussi ma classe de 21. Et ma classe de 11, c'est aussi ma classe de moins 7, par exemple. Mais donc, il faut bien que la classe, au final, ça soit la même classe. Donc, si je fais 21 fois moins 7, 21 fois moins 7, ça fait 140, 1 fois 7, 147... moins 147, c'est ma classe de moins 147, ce qui est aussi d'ailleurs ma classe de 147, hein. Et ça je les regarde modulo 18. Donc qu'est-ce que c'est 147 modulo 18, hein, on va faire notre petite division euclidienne. Ah ouais, bon alors 147 divisé par 18, en fait je suis en train de la poser mais ça sert à rien de la poser parce que mon premier nombre c'est direct 14, inférieur à 18. Et du coup, il faut que je raisonne directement sur les trois nombres. Donc, je vais être obligé de faire ça de tête. Donc, si je fais 18 fois 5, ça fait 90.
18 fois 10, c'est 180, c'est trop grand, donc c'est entre 5 et 10. 18 fois 7, 10 fois 7, 70, 8 fois 7, 56. 70 plus 56, 126. 126, je peux encore ajouter 18, ça fait 144. 18 fois 8, 144. 10 fois 8, 80. 8 fois 8, 64. 144. Donc 147, c'est 144 plus 3, avec 144 multiple de 18. Donc là, c'est également ma classe de 3. Oula, je crois que j'ai écrit une connerie. La classe de 147, c'est pas du tout la classe de moins 147. Je me suis embrouillé au passage, moi. Donc, la classe de moins 147, donc ça c'est moins... si je le refais, moins 147. Donc on avait dit que 147 c'était égal à 8 fois 18. Du coup là c'est 8 fois 18, mais du coup c'est moins 8 fois 18, moins 3. Donc en particulier c'est congru, c'est la classe de moins 3. Mais la classe de moins 3, modulo 18, moins 3 plus la différence entre 15 et moins 3, c'est 18. Donc c'est aussi ma classe de 15. Alors là je me suis embrouillé par rapport à un truc, hein. La classe d'un nombre négatif, c'est pas la classe de son opposé. Par contre, il y a des moments où on peut faire des trucs de ce type-là. Alors pas avec nos classes, mais en fait j'ai confondu avec le fait que si j'ai 1 qui est congru à 0 par exemple, alors non, pas 1, on va l'appeler ça n plutôt. Si j'ai n qui est congru à 0 modulo 18, alors on a aussi moins n qui est congru à 0. Par contre ça marche qu'avec 0. Et c'est ce fait que ça marche qu'avec 0 qui pose problème au-dessus. Donc vous oubliez très rapidement ce que j'ai raconté comme bêtise un peu plus tôt sur le fait que la classe de moins 147 était celle de 147. Donc voilà. Ce qui importe en fait, c'est de voir que là, si on a pris des représentants différents de notre classe de 3 et de notre classe de 21, donc le représentant c'est 3 ou 21 là en l'occurrence. Et là, un représentant différent de la classe 11 et moins 7 sont deux représentants différents de cette classe. On tombe quand même à la fin sur le bon résultat. Ça c'est important, si on veut définir une opération, il faut bien que ça soit le bon résultat. Alors en fait, ça, voilà, ça c'est quelque chose sur lequel je vais insister. Quand on définit des opérations comme ça, sur des classes d'équivalence, il faut que l'addition et la multiplication des classes d'équivalence, elles ne dépendent pas du représentant. C'est-à-dire si ma classe de A c'est ma classe de C, il faut que ici aussi ça marche. Et en fait ça découle directement de la propriété qu'on a énoncée ici. Donc là, c'est le moment où vous mettez pause à la vidéo et où vous le prouvez par vous-même. D'ici quelques secondes, je vais faire la preuve. Vous avez le temps que tout ceci s'efface. Est-ce que vous avez bien mis pause à la vidéo? Ouais, je sais, ça m'éclate, vu que moi, ça fait un moment que je regarde des vidéos de ce genre-là sur YouTube, où ils te disent dans les vidéos de maths qu'il faut que tu mettes pause et que tu fasses l'exercice. Et qu'à chaque fois, j'ai trop la flemme de le faire. Mais si, c'est quand même bien de le faire. Bon, bref, je suis content de pouvoir enfin jouer ce rôle de la personne qui dit qu'il faut mettre pause. Oui, il y a un côté un peu sadique. Qu'est-ce que je disais? Je disais que si j'ai ma classe de A, qui est égale à ma classe de C, et que j'ai ma classe de B, qui est égale à ma classe de D, je veux bien que mon addition A... On va prendre un peu plus d'espace. Je veux que mon addition, quand je vais faire ma classe de A plus ma classe de B, ça soit égal à ma classe de C plus ma classe de D. Voilà. Et ça marche tout le temps. Et c'est important que ça marche, sinon j'aurais pas pu définir une addition. Alors pourquoi ça marche? Donc si je prends ma classe de B, de A plus B. Ça, c'est ma classe de A plus B. La classe de A plus la classe de B, c'est la classe de A plus B. Et la classe de or. A, il est congru à C. Alors là, on s'est placé modulo N. A, il est congru à C, il est congru à C modulo N. Et B, il est congru à D modulo N. Pourquoi?
parce que la classe de A c'est la classe de C, donc le fait que la classe de A soit la classe de C, ça veut dire que A et C sont en relation, et le fait que la classe de B soit la classe de D, ça veut dire que B et D sont en relation. Mais on a dit que si on avait A qui est congruent à C modulo N et B qui est congruent à D modulo N, c'était une propriété un peu plus tôt que j'avais eu la flemme de démontrer, donc je vous les ai laissés comme exercice, mais normalement vous devriez pouvoir y arriver, je peux sommer mes deux lignes. Je peux dire que j'ai A plus B, qui est congru à C plus D, le tout modulo N. Et le fait de pouvoir dire ça, mais en fait c'est exactement dire, quand j'ai A et plus B et C plus D qui sont en relation, que la classe de A plus B, c'est la classe de C plus D. Et la classe de C plus D, c'est bien la classe de C plus la classe de D. Et là on a vu que si on prenait A et C, deux représentants de la première classe, et B et D, deux représentants différents de la deuxième, quels que soient mes représentants, mon opération fait bien toujours la même chose. Et heureusement, parce que si ça faisait pas la même chose, si j'avais A plus B qui fait un truc et C plus D qui fait un autre truc, ça a aucun sens. Si j'ai deux, ça n'a aucun sens que je définisse mon opération parce que mon opération elle peut donner des trucs différents avec des mêmes éléments. Voilà. Alors là en l'occurrence on l'a montré pour l'addition, mais ça c'est une étoile en fait. Ça c'en est une aussi. Ça c'en est une également. Ça peut mettre aussi. Ça peut en être aussi. Ça c'en est une également. Bon, je vous laisse vérifier tout ça, hein, mais c'est que des propriétés qu'on a déjà vues. Cette propriété là on l'avait dit aussi. Et du coup, ça marche exactement de la même façon pour montrer que c'est bien défini pour notre multiplication. Tout s'efface gentiment. J'adore les CTRL Z pour tout effacer sur un clavier. Et on continue. Donc, en fait, ZNZ, c'est quelque chose de super sympa. On a défini notre opération, notre plus. On a défini notre fois, et notre plus et notre fois, ils dépendent de ceux qu'on avait vus dans Z, vu que ça marche en gros exactement pareil avec des traits au-dessus. Et ainsi ZNZ, notre ensemble des classes d'équivalence modulo Z, modulo N, qu'on munit de sa multiplication, de son addition et de sa multiplication, ça, c'est un anneau commutatif. Et en plus, si on prend la projection qui a un élément de Z associe sa classe dans ZNZ, ça c'est un morphisme d'anneau de Z dans ZNZ, et qui en plus est surjectif. Donc là c'est pareil, hein, c'est une proposition classique, montrer qu'un truc est un anneau et qu'un truc est un morphisme, c'est des trucs, vous allez rencontrer ça tout le temps. Donc là c'est vraiment important sur le coup, c'est très important de mettre sur pause la vidéo et de... Alors sauf si bien sûr vous êtes super à l'aise avec ça, mais de mettre sur pause la vidéo et de faire de l'exercice. Donc voilà, maintenant on va voir la preuve. Alors, déjà le fait que ça soit un anneau commutatif, ZNZ. À la classe de 0, on vérifie assez facilement qu'elle est neutre pour l'addition. Alors, pourquoi? Parce que la classe, si je prends n'importe quel nombre, la classe de A, bah, si je prends n'importe quel A, si je prends ma classe de A plus ma classe de 0, ça c'est égal à ma classe de A plus 0, c'est égal à ma classe de A. Et bien sûr, là ma classe de A plus 0 c'est aussi ma classe de 0 plus A, ce qui nous permet de voir dans un sens un peu la commutativité du truc aussi. Et donc si je prends 0 plus A, ça marche aussi. Ma loi là en l'occurrence elle est commutative, mais c'est pour bien qu'on voit que les deux côtés qu'on additionne par le nœud de l'addition des deux côtés, ça fait bien A, c'est bien le nœud pour l'addition. On peut faire pareil pour montrer que 1 c'est le neutre de notre multiplication sur ZNZ. Donc plus et fois, c'est bien sûr bien des LCI, hein, parce qu'on les a définis, ça reste dans ZNZ. Si je prends deux éléments, que je les somme, ça c'est bien un élément de ZNZ, vu que c'est la classe de A plus B, et la classe de A plus B c'est quelque chose dans ZNZ. Donc c'est des LCI, qui donc, oui, LCI stable, c'est un peu un pléonasme. Donc on a une inverse pour notre addition. Notre inverse pour notre addition, c'est moins K. Pour l'inverse de K pour l'addition, c'est moins K. Pourquoi l'inverse de K c'est moins K? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, zoom. C'est fâcheux tout ça.
On va dézoomer un peu. Donc si je prends K, je suis encore un peu trop zoomé. N'importe quoi. Donc si je prends K et que je lui additionne moins K. Mais en fait c'est pas K et moins K que j'additionne, hein, c'est leur classe. Moi je veux l'opposé de la classe de K. Et que je lui additionne l'opposé de la classe de moins K. Donc moins K c'est bien défini, hein, ça se passe, ça, moins K sous la barre, c'est quelque chose qui se passe avant qu'on rajoute la barre, c'est quelque chose qui se passe dans mes entiers, et donc c'est bien défini. Ça c'est ma classe de moins K plus K. Par définition de l'addition, dans les classes d'équivalence. Ce qui est égal moins K plus K, ça fait 0, donc c'est ma classe de 0, et c'est bien le neutre pour l'addition. L'associativité, la commutativité, la distributivité, etc. En fait, c'est parce qu'on les a déjà sur notre plus et notre fois dans Z. Et vu qu'on a défini notre plus et notre fois dans N et Z de façon un peu, comment on va dire... on voit que ça marche exactement pareil. Si on fait notre multiplication dans N et Z, c'est notre multiplication dans Z avec une barre au-dessus. Et donc, là je vais montrer un exemple, par exemple la commutativité. Mais, ouais... ou l'associativité, tiens, par exemple. Mais ça, il faut se dire que ça va marcher partout pareil pour tout. Donc pour notre associativité, par exemple pour l'addition, si je prends ma classe de x plus ma classe de y plus ma classe de z, alors là bien sûr hein, c'est tel quel, c'est stupide, il faut mettre des parenthèses quelque part si on veut que notre associativité ait un sens, parce que sinon on suppose que c'est déjà associatif. Ça par définition, c'est la classe de x plus la classe de y plus z, et ça toujours par définition c'est la classe de x plus y plus z avec des parenthèses comme ça, sauf que en fait là on est dans z, donc notre loi plus dans z elle est associative. Oui, alors faut bien comprendre que cette loi plus dans Z and Z, même si elle marche pareil que la loi dans Z, c'est un peu un abus de notation de mettre la même notation. Hein. Bien sûr, ça c'est un plus dans Z and Z et ça c'est un plus dans Z. Du coup, ici, notre plus, c'est notre plus de Z. Lui, on sait qu'il est associatif, alors qu'on ne le sait pas encore pour le plus de Z and Z, même si bien sûr on va voir qu'il l'est. Et du coup, ça je peux le réécrire. Je peux le réécrire comme ça. En changeant mes parenthèses. Sauf que ça, c'est aussi ma classe de x plus y, auquel j'ajoute ma classe de z, qui est finalement égale à, si je prends ma classe de x plus ma classe de y, et que j'ajoute, une fois cette opération effectuée, la classe de z. Et là, on a montré l'associativité. Donc là, on le voit bien, hein, notre associativité dans Z and Z, elle découle juste de notre définition de l'addition et du fait qu'on est associatif. Donc on peut faire cette égalité-là, quand on est dans Z. C'est vraiment juste le fait d'avoir étendu les opérations. Donc ensuite, on s'intéresse à... Là, on a montré que c'était un anneau, ça y est. Ensuite, on s'intéresse au fait que P, c'est un morphisme d'anneau surjectif. Donc, en fait, le fait qu'il soit surjectif, c'est clair. Parce que les classes d'équivalence, par définition, les classes d'équivalence, elles ont tout un représentant. L'ensemble des classes d'équivalence, il est construit de telle façon à être en fait, c'est les classes d'équivalence d'éléments de Z. Donc, chaque classe, il suffit de prendre un représentant dans ma classe, et quand j'ai pris mon représentant, si je lui applique P, ça renvoie la classe, et donc c'est bien surjectif. Ensuite, on a P de 0 qui fait 0. La classe de 0, c'est la classe de 0, en fait. Si je fais P de 0, c'est ma classe de 0. Donc, l'image de mon neutre pour mon addition, 0. C'est l'image de mon neutre pour l'addition dans ZNZ, la classe de 0. Alors ça, c'est inutile à montrer quand on a un anneau ici. Quand on a un morphisme d'anneaux, il suffit de montrer ça normalement, et ça en découle du fait qu'on est sur des anneaux, et donc que l'addition c'est un groupe. Mais je le montre bien parce que il faut quand même bien s'en rendre compte, quoi.
pareil, mon image, ma classe de 1, c'est la classe de 1. En fait, c'est exactement ça. Hein. L'application P, elle associe un élément sa classe. Donc P de 1, c'est la classe de 1. Donc le neutre de la multiplication dans Z, son image, c'est le neutre de la multiplication dans ZNZ. Alors, dans le cas de l'anneau nul, c'est aussi la classe de 0, mais il n'empêche que ça reste quand même la classe de 1. Puis de toute façon, étudier Z0Z, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Non, si c'est dans Z0Z que... Oui, bon, bref. De toute façon, ouais, ce que j'ai dit sert probablement à rien, ça sera coupé au montage. Donc, ensuite, il faut vérifier que P de A plus B, c'est bien P de A plus P de B, parce que c'est un morphisme. Mais P de A plus B, c'est ma classe de A plus B. Or, par définition de mon addition, c'est aussi la classe de A plus la classe de B. Et donc, c'est P de A plus P de B. Et c'est la même chose. C'est la même chose pour ma multiplication, ça marche pareil. Donc là, on va clore cette vidéo sur un petit exercice. Qui consiste à montrer que ZNZ muni de la loi plus et UN muni de la loi fois, alors où UN c'est mes racines énièmes de l'unité, ce sont des groupes qui sont isomorphes. Donc là pareil, hein, c'est un exercice, donc le but c'est que c'est exercer, donc vous sortez une feuille, vous posez la vidéo, vous regardez et puis à la sortie on verra la correction. Donc voilà la correction. En fait, ce que je veux montrer, quand je veux montrer que j'ai UN et ZNZ qui sont isomorphes, ce que je vais noter comme ça, parce que je crois que ça se note, mais je suis pas sûr. Donc Z que je quotiente par NZ. Si je veux montrer que ça et ça c'est isomorphe, donc là bien sûr pour la multiplication, hein, UN c'est un groupe pour la multiplication, ZNZ c'est un groupe pour l'addition. Attention, ZNZ c'est pas un groupe pour la multiplication, on n'a pas forcément tout le temps des inverses. Si je veux montrer ça, il faut que je mette en place un isomorphisme. Alors, UN déjà c'est quoi? UN c'est mes racines de l'unité. Par exemple, je vais prendre un exemple, je vais prendre UK, ouais non, U6. On va prendre un exemple un peu plus parlant que U4. Donc U6. U6, il y a quoi dedans? Il y a... Hop là, ça c'est mon cercle. Ouais, non, je suis peut-être pas obligé de mettre ça. U6, il y a moins 1 dedans. Non, il y a 1 dedans. Il y a moins 1 à l'opposé. Puis là, il y a exponentielle de I pi sur 3. I pi sur 3, en fait, c'est I de pi sur 6. Et ça, je vais l'appeler... je sais pas, je vais l'appeler Xi. Qui est ici, là. Parce que j'ai la flemme d'écrire à chaque fois en fait. Là c'est Xi carré. C'est pas qu'une histoire de flemme en fait, on va en reparler. Là, ici, c'est Xi exposant 4. Donc bien sûr, moins 1, c'est égal à Xi cube. Ici on a Xi 5. Et 1 c'est Xi 6. Ça c'est nos racines de l'unité. Oui, Xi 6 ou en fait Xi 0, ce serait plus pertinent. Et là en fait on a déjà un peu mis en place notre morphisme. Là on voit 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si on rajoute une barre dessus, bien sûr ce qu'on ne fait pas quand on multiplie par Xi, hein, mais c'est nos... En fait là on a nos nombres de 0 à 5, soit un représentant de chaque classe. Et donc imaginons par exemple, quand on veut prendre notre morphisme, on va l'appeler F. Du coup, on a envie de dire que, déjà, F de 1 c'est 1. Bien sûr, F de 1 c'est ma classe de 0, hein, parce que l'image de mon neutre dans UN, ça doit être le neutre, dans la multiplication pour N, ça doit être le neutre dans l'addition dans ZNZ, parce qu'on est sur un morphisme. Et ensuite, là j'ai envie de définir en fait que je vais poser que ma classe de Xi, exponentielle de I pi sur 3, c'est-à-dire exponentielle de 2 I pi sur 6, ma classe de Xi c'est 1. Et là en fait, vu que par
xi par multiplication successive, à chaque fois on construit le nombre d'après. En multipliant par xi. Et c'est pareil pour 1. En fait, si je prends 1 dans ZNZ, en fait ZNZ je peux aussi le représenter comme un cercle. Je peux prendre 1 dans 0 dans ZNZ, je voulais dire, c'est pas pareil. Alors si, c'est pareil pour 1 génère tout Z6, là en l'occurrence Z6Z. Si je prends 1, hop là, je fais 1 plus 1, ça fait la classe de 1 plus 1, ça fait la classe de 2. Puis la classe de 1 plus la classe de 2, donc c'est la classe de 1 plus la classe de 1 plus la classe de 1, donc 3 fois la classe de 1. Au même titre que là on avait fait avec en répétant l'addition par elle-même un certain nombre de fois, xi exposant 3, xi exposant 4, 3 fois la classe de 1. Donc 3 fois la classe de 1, la classe de 3. 4 fois la classe de 1, xi exposant la même chose que xi exposant 4, la classe de 4. Vous avez peut-être déjà vu cette représentation-là des classes d'équivalence quand vous avez fait les congruences de cette façon-là, en les représentant sur un cercle. Et en fait, on voit que c'est les mêmes cercles. Ce qui a quand même tendance à nous donner envie de dire que c'est isomorphe. Et du coup, là, en fait, quand j'ai f de 1 qui est égal à 0, f de xi qui est égal à 1, et de la même façon, en fait, je définis de règle générale que f de xi n. Donc là, si je définis f de xi k, plutôt. f de xi k pour mes k qui vont parcourir... alors, soit je peux dire que ça va parcourir 0n, pour dire que ça va parcourir toutes mes racines de l'unité. Mais en fait là, si je dis que c'est sur 0n, ça sera un peu pénible quand je devrais faire des petites multiplications par-ci par-là, parce que quand je ferais xi n, par exemple, non 0n-1, si je fais xi n-1 fois xi 3, ça me fait xi n plus 2, et j'ai bien dit que ça soit défini f de xi n plus 2 pour pouvoir l'écrire avec plus de facilité. Donc ça va être pour tout k qui appartient à n. Et du coup, j'associe à xi k la classe de k. Alors là, le fait d'avoir défini ça découle directement de ce qu'on a au-dessus. Xi exposant 0, ça fait bien 0. F de xi, ça fait bien la classe de 1. Et f de xi carré, si je veux que ça soit un morphisme, c'est f de xi fois xi, c'est-à-dire f de xi plus f de xi, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire 2, etc. Donc j'ai envie de définir, du coup, comme j'ai posé ça, en fait, je dois obligatoirement avoir ça. Et maintenant, il s'agit juste de vérifier que ça, c'est un morphisme. Donc, si du coup, pour tout n appartenant à n, donc xi c'est ma première, xi je vais le poser comme ça, je vais dire que c'est, du coup je suis en train d'étudier un, et xi ça va être exponentiel de 2i pi sur n. Alors par exemple, quand on était avec U6, c'était 2i pi sur 6, c'est-à-dire exponentielle de i pi sur 3. Et si je pose f de xi exposant k, qui est égal à ma classe de k, donc si je pose ce morphisme f là, dans cette application-là, est-ce que c'est bien défini? Est-ce que c'est bien un morphisme? Et est-ce que c'est bien un isomorphisme pour dire que les deux sont isomorphes? C'est-à-dire, est-ce que c'est bien une bijection en plus? Donc déjà, est-ce que c'est bien défini? Alors, si je prends xi k, en fait, le problème, c'est que je peux écrire de plusieurs façons un élément sur un. Un élément sur un, vous savez, si on prend notre cercle là, c'est mes éléments. Hop là, je passe de l'un à l'autre, du coup, en multipliant par xi un certain nombre de fois. Puis après, je finis par revenir à 0. Et en particulier, par exemple, xi exposant n, c'est 1. C'est-à-dire xi exposant 0.
Donc il faut bien que mon addition, pareil, si je continue, bah tiens, par exemple, xi exposant n plus 1, c'est la même chose que xi 1. Et quand je refais les tours du cercle, c'est pareil pour xi 2n, par exemple, etc. Et donc il faut bien que je vérifie que là, si je prends un même nombre et que j'applique f, en fonction de comment j'écris xi, comment j'écris mon nombre, xi 2n, xi 2n, 1 par exemple, si on prend l'exemple de 1, xi 0 si on prend l'exemple de 1, il faut bien que ça donne le même résultat à la sortie. Donc, si on prend A, qui est à la fois égal à xi exposant k, et qui est aussi égal à xi exposant L. Alors, vu qu'on est sur le cercle unité, hein, si A c'est égal à xi exposant k, c'est égal à xi exposant L, ça veut dire que xi exposant k, quand je divise par xi exposant L, ça fait 1, et donc xi exposant k moins L, ça fait 1. Et xi exposant k moins L, ça fait 1, si et seulement si... si et seulement si, là c'est n, hein, parce que pour avoir xi exposant un truc qui fait 1, il faut qu'ici ça soit un multiple de n, et donc ça veut dire que k moins L, c'est un multiple de n, donc je peux prendre un, par exemple, un, je sais pas comment on va l'appeler, ça s'écrit x fois n, avec ça qui est un entier. Donc en fait, c'est que k et L sont congrus modulo n. Et si k et L sont congrus modulo n, quand je fais f de xi, du coup exposant k, c'est ma classe de k. Quand je fais f de xi exposant, ouais, bon, k je l'ai au-dessus, donc quand je fais f de xi exposant L, c'est ma classe de n. Donc là j'ai écrit mon a de deux façons différentes. Quand je fais f de a, c'est à la fois la classe de k, c'est aussi la classe de L, mais que vu que k et L sont congrus modulo n, c'est bien la classe de k, c'est bien la même chose que la classe de L. Et donc si j'ai écrit a qui est égal à xi k ou que j'écrive a qui est égal à xi L, ça me renvoie bien la même classe à la sortie. Et donc j'ai bien une définition qui est indépendante du représentant. Voilà. Donc, ça c'était un premier point, c'était pour montrer que c'était bien défini. Voilà, pour que mon morphisme soit bien défini, il faut bien que ce soit indépendant du représentant ici. Ensuite, on va vérifier que c'est bien un morphisme. Donc si je prends f de a fois f de b, donc a on va l'écrire xi k, b on va l'écrire xi k'. Donc si je prends f de xi k fois xi k', ça par définition, c'est ma classe. Donc ça c'est xi k plus... ouais, k' c'est moche. On va réécrire L, hein, c'est pas le même L que tout à l'heure. Mais donc ça c'est f de xi k plus L. Et ça par définition de mon morphisme, c'est ma classe de k plus L. Mais par définition de mon addition sur les classes, c'est aussi ma classe de k plus ma classe de L. Et donc c'est aussi égal à f de xi k plus f de xi L. Donc là j'ai vérifié que pour tout AB, j'ai f de a fois f de b qui est égal à f de a plus f de b. Et donc j'ai bien le fait que quand je fais f de a fois b, c'est f de a plus f de b. Ce qui est, en fait, le fait que ça soit... Là, je viens de montrer, du coup... Avant, j'avais montré que c'était bien défini. Là, je viens de montrer que c'était bien un morphisme. Et du coup, là, il me reste le dernier point. Montrer que c'est surjectif. Alors, montrer que c'est surjectif, c'est pas très compliqué, ça se voit bien. Hein. Montrer que c'est... Non, montrer que c'est... Attention, j'ai dit une bêtise. Montrer que c'est bijectif. Montrer que c'est bijectif, ça se voit bien. Alors, comment on fait pour montrer que c'est bijectif? En fait, on montre que c'est surjectif d'abord. Donc le fait que c'est surjectif, c'est facile.
Là, j'ai un morphisme qui est surjectif. Pourquoi? Ben, si je prends quelque chose dans ZnZ, les différents éléments, c'est 0, 1, 3 petits points. Voilà, mes éléments, c'est 0, 1 jusqu'à n-1. Et 0, 1 jusqu'à n-1, ça, c'est f de xi 0, f de xi 1, bah, xi, en fait, jusqu'à 3 petits points, f de xi exposant n-1. Et donc, bah, j'ai montré qu'ils avaient tous un antécédent. Donc, c'est surjectif. Là, ensuite, on va utiliser une propriété qui est assez connue. C'est que là, j'ai une application de surjectif qui est surjective. Et j'ai aussi le cardinal de UN. Alors, le cardinal, ça peut se noter entre barres comme ça. C'est une notation assez fréquente. C'est pour éviter de noter card qui est un peu long. Mon cardinal de UN, c'est n, parce que UN a n éléments. Qui est aussi mon cardinal de ZnZ. Des classes d'équivalence, bah, j'ai ma classe de 0, ma classe de 1 jusqu'à ma classe de n-1. Et à partir de la classe de n, c'est de nouveau la classe de 0. Donc ZnZ, il a aussi bien n éléments. Ainsi, ils ont le même cardinal. Et quand on a une bijection entre deux ensembles qui sont d'un cardinal fini, attention, hein, ça doit être des ensembles finis, et qui ont le même cardinal n, qui est surjective, quand on a une application comme ça qui est surjective, entre deux ensembles finis de même cardinal, elle est aussi injective. Donc en fait, là par la propriété que je viens d'énoncer, c'est injectif en plus. Alors en fait c'est assez logique, hein. J'ai n éléments d'un côté, ici, n éléments ici. Si c'est surjectif, ça veut dire qu'à l'arrivée, là, ils ont tous un antécédent. C'est-à-dire que les n qui sont là, ils ont tous les antécédents ici, tous les antécédents ont été attribués à un truc, à une image ici. Et donc il n'en reste plus. Et donc on peut pas en avoir d'autres qui traînent et qui ont les mêmes images que ceux qu'on a déjà cités. Voilà. Et donc c'est surjectif, c'est injectif, c'est bijectif. Et donc on a bien un isomorphisme. Voilà, voilà. Alors, on termine sur cet exemple qui nous a permis de caractériser ZnZ. Ça, c'est l'exemple qu'on vient de montrer. C'est en fait, ça peut être vu comme un exemple plus large. Donc là, ça sort un peu du cadre de première année. Mais c'est le genre de choses dont on parle en licence 2 quand on fait le chapitre sur les groupes et dont on peut peut-être parler en NP en deuxième année du coup de prépa. En fait ça c'est le sous-cas qui dit, c'est le sous-cas d'un théorème qui dit qui est pas très dur à démontrer, c'est exactement ce que je viens de faire en fait, la démonstration. Vous pouvez aussi essayer de le trouver, de le faire. Si on a un groupe qui est cyclique. Alors ça veut dire quoi un groupe cyclique? Donc on va l'appeler G. Si on a G qui est un groupe cyclique, en fait un groupe cyclique c'est un groupe G qui est engendré par un de ces éléments. Le groupe G, c'est le sous-groupe engendré par X avec X qui appartient à G. Par exemple, 3Z, c'est un... 3Z c'est le groupe engendré par 3, et 3Z c'est un groupe cyclique. Pourquoi? Parce que 3Z c'est un groupe, hein, bien entendu, et qu'il est engendré par 3. Z c'est un groupe cyclique, parce qu'il est engendré par 1. Par exemple, les groupes des permutations, c'est pas du tout des groupes cycliques. Hein. Si vous arrivez à trouver... Alors, par exemple, les permutations, je sais pas moi, si S3, S3 est pas engendré par une des permutations. On peut pas exprimer toutes les permutations de S3 comme le produit d'une permutation mis à un certain exposant. Mais là, par exemple, dans Z, par exemple, Z, tout est engendré par 1. C'est le sous-groupe engendré par 1. Pourquoi? Si on fait 1 plus 1 ça fait 2, plus 2 ça fait plus 1 ça fait 3, plus 1 ça fait 4, etc. On a déjà tous les positifs. Et en plus moins 1 également dans le groupe, parce qu'il doit y avoir dans le sous-groupe engendré par 1, donc il y a une inverse. Parce qu'il y a un inverse. Et donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. ça y est également. Et 0 y est également, parce que c'est moins 1 plus 1. Voilà. Du coup Z est cyclique, par exemple. Et donc si on a un groupe qui est cyclique, c'est-à-dire un groupe qui est engendré par un élément, et le groupe cyclique
En plus, le fait qu'il soit cyclique, ça veut dire qu'il est fini. C'est-à-dire, fini, ça veut dire G de cardinal n avec n en entier. Oula. Et bien dans ce cas-là, si G il est de cardinal n et qu'il est cyclique, alors G il est isomorphe à ZnZ, muni de l'addition bien entendu. Voilà, alors du coup il est isomorphe à ZnZ, mais bien sûr il est aussi isomorphe à UN, parce qu'on vient de démontrer. Voilà, donc ça c'est un résultat intéressant à prouver, je vous laisse essayer de le faire si ça vous intéresse. Voilà, merci, au revoir. Merci, au revoir, c'est pas très classe hein, quand même. Hein. Ça fait quand même bien comme il faut réaction de l'étudiant qui sort de sa salle de cours. Hein. Bon, alors on va essayer de la refaire pour avoir une sortie un peu plus sympathique. A plus, à la prochaine sur YouTube. Non, c'est vraiment ridicule. Oui, je sais. Au revoir.